Dans cette vidéo, j'aimerais prendre le temps de revenir sur cette année qui se termine et vous partager les leçons que j'ai apprises à la dure sur le terrain au cours des 12 derniers mois sur Amazon. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, dont un gros échec. Donc je vais vous partager tout ça ainsi que les chiffres aussi, le chiffre d'affaires, le bénéfice et est-ce que j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés. Donc pour cette vidéo, j'ai choisi de me mettre dans un environnement un petit peu plus sympa que d'habitude et c'est une bonne manière de finir l'année à mon avis. La première leçon que j'ai apprise cette année, ou en tout cas qui a été largement renforcée, c'est que quand un produit fonctionne, il faut double down, c'est-à-dire qu'il faut lancer le produit dans plus de pays, il faut lancer plus de variations, il faut aussi même lancer plus de ce même produit dans la même niche, dans la même catégorie. En bref, il faut pousser fort et le faire vite, je dirais même le plus rapidement possible. Tout simplement parce que quand quelque chose fonctionne, il faut simplement appuyer sur l'accélérateur. C'est ce que les plus gros vendeurs font et c'est ce que j'ai appris en 2025. C'est ce que j'ai appris et c'est ce que j'ai fait surtout dans mon business. Le but, il n'est pas compliqué, c'est simplement de presser le citron au maximum quand on a trouvé quelque chose qui fonctionne. Alors oui, je sais, il y a le risque, le doute de cannibaliser ses propres ventes, c'est-à-dire qu'on va lancer un nouveau produit ou de nouvelles variations qui vont venir manger, cannibaliser justement les ventes de nos produits ou de nos variations existantes. Mais le truc, c'est que dans tous les cas, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre qui le fassiez, ça va arriver. Donc autant que ce soit vous plutôt qu'un concurrent. Et c'est exactement ce qu'on s'est appliqué à faire cette année. Et on a remarqué que cette stratégie qui est bête et méchante, eh bien tout simplement, elle fonctionne. Donc cette leçon, elle est peut-être un petit peu simplette, mais parfois ce qui marche en business, ce n'est pas forcément le plus compliqué ou le plus complexe à mettre en place. Ici, le but c'est simplement de lancer plus de variations de nos meilleurs produits. C'est ce qu'on a fait, c'est de lancer de nouveaux produits dans les mêmes catégories ou dans des catégories annexes sous la même marque pour vraiment dominer un marché, pour dominer une catégorie. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. Il y a aujourd'hui une niche ou un marché qu'on domine complètement. On a environ 40% des parts de marché, même ça monte jusqu'à 50-60% dans certains pays. Donc voilà, on est vraiment partout quand les clients cherchent ce produit. Et forcément, cette stratégie permet aussi de construire sa marque et de vraiment se nicher dans une certaine catégorie de produits et de devenir vraiment la marque un petit peu incontestée, une marque reconnaissable, réputée, que les gens recommandent. Donc ça, c'est forcément que du bonus. Mais au-delà de ça, quand vous avez trouvé quelque chose qui marche sur Amazon, appuyez sur l'accélérateur et faites-le à fond, allez au bout de l'opportunité. Parfois en business, les stratégies les plus simples sont les meilleures et celle-ci en fait partie. La deuxième leçon concerne le retrait de la vente de mon premier produit best-seller sur Amazon. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des produits vont avoir une durée de vie, c'est-à-dire life cycle en anglais. Il y a très peu de produits qui vont se vendre de manière constante, stable, régulière pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça existe, il y en a, mais c'est rare. Et ici, justement, eh bien, mon erreur a été de ne pas retirer ce produit, mon premier produit best-seller, au moment où il aurait fallu le faire. Et donc, le problème, c'est que j'ai repoussé cette échéance et ça a été dommageable pour mon business, tout simplement. Pourquoi ? Eh bien, parce que le produit, en 2025, il était clairement sur la pente descendante. Depuis un moment, il y avait beaucoup de signaux qui nous montraient que le produit était sur la pente descendante. Et donc, au final, eh bien, le produit était globalement au break-even, c'est-à-dire à l'équilibre. Dans certains marchés, il était en perte. Dans d'autres marchés, il était légèrement en positif. Au global, sur 2025, il est à zéro. Et donc, enfin, en 2025, j'ai pris la décision de retirer ce produit de la vente et d'aller allouer nos ressources à d'autres produits, des produits existants, des nouveaux produits aussi. Parce que quand on gère un business, le but en fait, c'est d'allouer les ressources limitées qu'on a de la manière la plus efficace possible pour maximiser le profit, tout simplement. Et les ressources, eh bien, elles ne sont pas infinies. On a des ressources finies en termes de temps, en termes d'énergie, de capital, d'attention aussi. Donc forcément tout ça, eh bien, quand on le met dans un produit trop vieux et parce qu'on a justement, il y avait pas mal d'émotionnel en fait dans cette décision. Forcément, c'était mon premier produit qui avait fait décoller mon business, qui avait changé la trajectoire de ma vie tout simplement. Donc j'y étais attaché même si je ne m'en rendais pas compte. Et puis il y avait aussi tout le reste, c'est-à-dire qu'on avait des relations datées de
de longues années maintenant avec le fournisseur, on s'entendait très bien. Il y avait un gros historique de vente, le produit avait des milliers et des milliers de reviews. Et puis c'est simplement aussi une habitude en fait de voir le produit dans le catalogue, de voir les ventes toutes les semaines. Et donc ici, ma leçon serait de ne pas mélanger émotionnel avec une décision business qui doit être purement rationnelle. Quand un produit doit partir, quand il faut aller allouer ses ressources à d'autres projets, faites-le. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète au sujet de ce premier best-seller depuis le début, c'est-à-dire depuis la recherche produit, le lancement, le développement, jusqu'à plus d'1 million de ventes par an pour ce produit. Si ça vous intéresse d'en savoir plus à ce sujet-là, eh bien, je vous mettrai le lien de la vidéo juste en dessous en description. Le troisième point ici, c'est le fait d'aller voir mes fournisseurs. Alors forcément, depuis que j'habite en Asie, j'ai déménagé en Asie, c'est bien plus facile d'aller les voir, logistiquement parlant. Forcément, quand j'étais au Panama, c'était un voyage qui prenait environ 24 heures porte à porte. Et puis maintenant que je suis en Thaïlande, c'est des voyages qui se font en quelques heures d'avion, 3, 4, 5 heures d'avion. Et je peux être à peu près partout en Chine. Donc ça, c'est extrêmement appréciable et j'en ai bien profité cette année. Et j'ai encore plus compris, je savais déjà que c'était important, mais j'ai encore plus compris l'importance des relations avec ses fournisseurs. Alors c'est sûr que tout peut se faire en ligne dans le fond. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pendant des années au début. Je pense que pendant les 2-3 premières années, je n'ai pas mis les pieds en Chine du tout. Et c'était tout en ligne via Alibaba, par email, par WeChat, etc. Et ça marche aussi très bien. Par contre, forcément, quand ça fait un moment qu'on travaille avec des fournisseurs, quand on travaille avec des produits qui vont être parfois plus complexes ou des plus grosses quantités, rien ne remplace le contact humain forcément pour développer une relation, pour négocier de meilleurs termes de paiement, pour développer de nouveaux produits plus rapidement et puis tout simplement pour pour sortir un petit peu du lot par rapport à tous les autres clients des fournisseurs qui ne se déplacent pas justement. Et au-delà de la négociation, parce que pas mal de personnes veulent absolument négocier, avoir un meilleur prix, essayer de squeeze, on va dire, de restreindre, on va dire, la marge de manœuvre à des fournisseurs. Le truc, c'est que quand on se rend sur place, on se rend compte aussi de leurs problématiques, de leurs contraintes et on essaye de trouver des options qui arrangent en fait les deux parties et pas juste un des deux parties. Et donc forcément, sur place, c'est bien plus facile à faire. Donc en 2025, je suis allé 3 fois en Chine. Donc ça fait beaucoup, mais à chaque fois, c'était pour des raisons différentes. C'est aussi pour aller voir des fournisseurs différents. J'ai eu l'occasion de visiter des usines. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus sur la chaîne. Donc si vous voulez aller la voir, allez voir comment ça se passe concrètement une usine en Chine. Donc c'est une usine d'un de mes fournisseurs. On a la machine qui fabrique des pièces à la chaîne. Donc là, on a toute une cargaison, une de nos cargaisons qui est prête à partir. Toujours marrant de voir des mètres cubes de marchandises qui nous appartiennent dans un entrepôt en Chine. Bien, allez voir cette vidéo, je vous la mettrai aussi en lien. Au-delà de simplement développer des relations avec mes fournisseurs, on a aussi pu développer un nouveau produit bien plus rapidement en étant sur place. Donc c'était le but d'une de mes visites. On avait du mal à se comprendre sur quelques points concernant un produit spécifiquement. Je suis allé sur place et puis là c'était vraiment tout avancé à vitesse grand V. Ils avaient une imprimante 3D, les concepts ils sortaient en l'espace de quelques heures et en l'espace de quelques jours on a pu débloquer la situation et développer ce nouveau concept de produit qu'on a ensuite lancé sur Amazon bien plus rapidement que si je ne m'étais pas déplacé en Chine. Donc ça a été vraiment un gros point positif aussi. Donc est-ce qu'il y a une leçon ici ou est-ce que je vous raconte juste une histoire? La leçon pour moi, ça serait de ne pas négliger les relations avec vos fournisseurs. Ce sont des humains, ce ne sont pas des robots. Donc traitez-les comme tels. Et puis si vous en avez l'opportunité, si vous vendez déjà, si vous avez déjà des bonnes relations avec des fournisseurs depuis un petit moment, faites le voyage, déplacez-vous en Chine, allez voir. Au-delà du fait que ça peut vraiment aider votre business, c'est juste fun. C'est une aventure à vivre dans sa vie. C'est pas donné à tout le monde d'aller rencontrer des fournisseurs, d'aller visiter des usines. Donc faites-le, profitez-en. À mon avis, vous ne le regretterez pas et votre business vous remerciera. Et finalement, avant de parler chiffre d'affaires et de parler bénéfices, il faut que je vous parle du plus gros échec de l'année. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a trouvé une opportunité de produit avec un très gros potentiel dans un gros marché et on s'est dit qu'on n'allait pas passer à côté et qu'on allait faire un lancement en simultané sur toutes les marketplaces, c'est-à-dire en Amérique du Nord, partout en Europe et en Australie. Donc c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, qu'on n'a jamais fait auparavant. Et on savait que c'était forcément une prise de risque de faire ça, aussi parce qu'il fallait commander beaucoup plus d'unités dès le début, forcément, en se lançant sur beaucoup plus de marchés. Le problème, c'est que le timing était serré, tout simplement parce que cette opportunité,
Il y avait une fenêtre d'opportunité, on va dire. Le produit était quand même assez saisonnier et donc on n'avait pas trop le temps. Surtout que voilà, on avait repéré l'opportunité un peu tard, on va dire, par rapport à quand est-ce qu'il fallait qu'on commence à vendre. La conséquence de ça, c'est qu'on a dû faire le sourcing en mode accéléré, chose que je ne recommande pas de faire forcément, mais toujours est-il que c'est ce qu'on a décidé de faire. On avait aussi un choix de fournisseurs qui était assez restreint pour le produit et les spécifications exactes qu'on voulait apporter au produit. Donc on s'est retrouvé avec un fournisseur où il y avait pas mal de red flags. Et pour vous en donner quelques-uns, par exemple, le fournisseur n'acceptait pas Alibaba to Assurance, il fallait qu'on paye en dehors d'Alibaba. Il y avait d'autres red flags, mais je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Dans tous les cas, à ce moment-là, on sait que forcément c'est une prise de risque. C'est une prise de risque sur une prise de risque à la base, mais on se dit que l'opportunité est trop belle, on n'a pas envie de la louper. C'est surtout moi qui me dis ça. Et donc, en faisant les calculs, je me rends compte que si tout se passe bien, on peut faire environ 1,2 million de revenus sur l'année, donc en 2025, avec ce produit, avec une marge élevée d'environ 25%. Donc voilà, l'opportunité est vraiment belle. Je me dis que voilà, en termes de bénéfices, ça fait quand même beaucoup et ça vaut le coup de tenter. Donc on reçoit les échantillons, après pas mal d'échanges, il y a des petits problèmes sur les échantillons. Alors bon, rien de rédhibitoire, mais voilà, encore une fois, des red flags qui s'accumulent. On n'a pas le temps de refaire faire des échantillons, donc là encore, on échange par photo, par vidéo pour essayer de régler les problèmes un petit peu au fur et à mesure. Et puis finalement, eh bien, on place une première commande, la plus grosse première commande que j'ai jamais placée. C'était une commande de 120 000 $ pour environ, je crois qu'il y avait 11 000 et quelques unités. Donc on paye un acompte de 36 000 $ pour cette première commande et la production est lancée. Bon là, je pense que vous voyez un petit peu le truc venir. La production prend du retard, on nous envoie des infos qui ne sont pas du tout rassurantes sur la production, des photos, des vidéos, voilà. Globalement, on n'est pas très satisfait des mises à jour, des updates qu'on reçoit. Et puis comme d'habitude, on fait une inspection finale, un contrôle qualité à la fin. Donc là, on fait vraiment un contrôle qualité extrêmement minutieux parce qu'on a quand même des doutes et on n'est pas extrêmement en confiance avec ce fournisseur. Et là, le bilan du contrôle qualité, il est mitigé, on va dire. En général, il y a un peu 3 étapes. C'est soit ça passe sans problème, soit il y a un gros problème et ça passe pas, soit c'est mitigé et c'est un petit peu entre les deux. Donc c'est encore des red flags qui s'accumulent. À ce moment-là, je décide de prendre un avion et d'aller sur place pour voir l'usine, pour parler aux personnes, pour voir la production et les produits exactement de moi-même, tout simplement. Et puis là, sur place, j'aime pas trop ce que je vois, j'aime pas non plus ce qu'on me dit. Le courant passe pas très bien au final avec le directeur d'usine. Alors forcément, c'est une situation un petit peu tendue, mais on a pas mal de discussions justement assez délicates. Et puis à ce moment-là, en fait, je perds confiance. Alors pas pour tout le projet, mais juste au niveau du fournisseur, j'ai plus confiance en ce fournisseur. Et donc là, il reste quand même environ 80 000 $ à payer pour cette première commande. Et il y a les autres commandes qui doivent être placées maintenant, en fait, à ce moment-là, pour qu'on ait le temps de les envoyer, etc., et pour profiter de la haute saison du produit. Donc, il y en a environ pour encore 280 000 $. À ce moment-là, je décide de me retirer, tout simplement. C'est une décision compliquée à prendre, lourde de conséquences, mais à ce moment-là, je sais que c'est ma dernière occasion de le faire. Donc, quelle est la leçon ici? Je pense qu'il y en a plusieurs. Ce gros échec a été causé par plusieurs choses. La première chose, forcément, c'est qu'on était pressé. On a fait des erreurs dans la précipitation, tout simplement. Être pressé, c'est bien parfois parce que ça pousse à avancer, ça évite de procrastiner. Mais d'un autre côté, il faut trouver le juste milieu parce que là, forcément, on avançait au pas de charge et forcément, on n'a pas suivi les process qu'on s'impose à nous-mêmes. Ça, c'est la deuxième chose. Même les conseils que je vous donne sur cette chaîne, sur comment trouver un fournisseur, comment valider un fournisseur, comment éviter que ce genre de choses arrivent. On n'a pas suivi nos propres process et j'ai pas suivi mes propres conseils. Donc voilà, ça s'était causé par l'appât du gain, j'ai envie de dire, par en fait, la gourmandise. On a été trop gourmand en voyant la taille du gâteau, l'opportunité potentielle. Et donc, eh bien, malgré les red flags, bien sûr, maintenant, en regardant un posteriori, je me dis c'était complètement idiot, c'était une prise de risque démesurée. Mais quand on était dans le feu de l'action, quand on faisait nos prévisions, quand on était en train de développer le produit, le branding, etc., en fait, parfois, ça peut se passer. Donc, forcément, ça, c'était une grosse erreur dans l'histoire
Qu'est-ce qui se passe du coup? Eh bien, on perd cet acompte de 36 000 dollars. Mais au-delà de ça, on perd aussi tout le temps qu'on a investi dans ce projet. Je parlais des ressources dans le point d'avant. Eh bien là, c'est exactement ça. On a investi beaucoup de ressources, financières certes, mais aussi en temps, en énergie, en stress, etc. Eh bien qu'on n'a pas pu allouer à d'autres projets, à d'autres produits, à d'autres parties du business. Et donc ça, c'est vraiment le plus gros coût qu'on a eu avec cet échec. Donc bien sûr, à mon avis, se retirer à ce moment-là, c'était quand même la bonne décision dans cette situation-là. Le problème, c'est que j'aurais pas dû me retrouver dans cette situation-là. On aurait dû avorter le projet bien avant. Donc forcément, ça fait mal. Ça plombe aussi toutes nos estimations, etc. Voilà, ça affecte pas mal le bilan de notre année, mais c'est une leçon qu'on a apprise. C'est une leçon qui nous fera grandir en tant qu'entreprise. Et clairement, c'est une erreur qu'on ne fera pas 2 fois. Il y a toujours une part de risque quand on va sourcer un nouveau produit, quand on lance un nouveau produit. Mais je pense qu'il faut trouver le bon équilibre entre prise de risque et d'un côté, avoir une prise de risque qui soit mesurée et éviter tous les problèmes potentiels. Ici, on n'a pas fait ça. Et donc, on en paye le prix. Donc ça, c'était pour les leçons. Maintenant, quel est le bilan chiffré, financier de l'année? Donc, ça, c'est le chiffre d'affaires. Du coup, je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien. Le chiffre d'affaires sur Amazon entre janvier et novembre. Donc, on est à 2,8 millions d'euros. On devrait faire à peu près 400 000 en décembre si ça se passe à peu près comme l'année dernière. Je pense qu'on va même faire un petit peu plus. Donc, on devrait finir l'année autour des 3,2, 3,3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, sur ce tableau, on a ici les chiffres avec décembre de l'année dernière. Du coup, donc on voit que dans les 12 derniers mois, on est à 3,28 millions, donc voilà, quasiment 3,3, avec une marge de presque 17% au global. Donc ça, c'est après TVA, c'est après frais Amazon, c'est après achat de la marchandise, etc. C'est après tout. Donc, on a un profit net qui est environ de 555 000. Alors après ça, il y a des petits coûts qui ne sont pas inclus ici. On doit être plus proche des 540 et quelques. Donc voilà, ça c'est pour vraiment le bilan chiffré. Et en plus de ça, et qui n'est pas compris ici, il y a certains coûts fixes et les salaires de l'équipe, les rémunérations de l'équipe, qui vont être environ aux alentours de 55 000. Donc ce qui nous fait un profit net, on va être autour de 490 000, 480 000. Quelque chose comme ça. Voilà, à la fin de l'année, forcément, là, je fais cette vidéo. On n'a pas encore bouclé l'année, fini le bilan, etc. Mais voilà, on devrait être dans ces eaux-là. Alors du coup, est-ce qu'on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés, qui étaient de 4 millions de US dollars? La réponse est non. On y est presque. On va faire environ 3,8, 3,7 millions en USD. Forcément, le produit avorté, le lancement avorté nous a coûté très cher et nous a éloigné de notre objectif. Je pense qu'on l'aurait largement dépassé, on serait plutôt allé vers les 5 millions si on avait mené à bien ce projet et que tout s'était bien passé. Donc voilà, c'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. Et très clairement, c'est pas grave de manquer un objectif, surtout quand on s'en approche et qu'on est... Voilà, on l'a presque atteint. Donc voilà, plutôt satisfait par rapport à ça. Dans le fond, on avait un autre objectif qui était de lancer un produit par mois. Là non plus, on n'a pas réussi à le faire. Encore une fois, le lancement avorté nous a pris beaucoup de temps, beaucoup de budget, beaucoup de pas mal de choses. Donc on a lancé que 6 nouveaux produits cette année. Et voilà, c'est quelque chose sur lequel on travaille pour en lancer plus l'année prochaine parce qu'on sait très bien que c'est le nerf de la guerre en e-commerce. Et ce qu'on va faire l'année prochaine, c'est se concentrer sur la première leçon que je vous avais donnée en début de vidéo, c'est-à-dire lancer plus de produits dans les mêmes catégories, les mêmes niches pour continuer de presser le citron. Et finalement, le troisième gros objectif que je m'étais fixé cette année, c'était de recruter et de former une équipe qui soit réellement semi-autonome. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui a été fait. Aujourd'hui, on a des personnes qui gèrent le sourcing et la logistique. Avant, c'était vraiment juste l'opérationnel, etc. Mais là, c'est beaucoup plus poussé. Les personnes sont indépendantes, quasiment 100% autonomes, donc c'est excellent. On a aussi recruté un product manager, c'est-à-dire quelqu'un qui va vraiment s'occuper du catalogue de produits sur Amazon, gérer tout ce qui va être les promos, gérer
on va dire voilà, la partie vente et aussi le PPC. Donc on a trouvé quelqu'un qui est très bon là-dedans, qui gère le PPC parce que forcément aujourd'hui, avec tous les produits qu'on a sur toutes les différentes marketplaces et on a à chaque fois 3, 4, 5 campagnes par produit. En fait, on a des dizaines et des dizaines de campagnes qui tournent en permanence. Donc, il faut vraiment une personne qui s'occupe de ça quasiment à temps plein. Et puis, on a aussi une personne qui s'occupe de la recherche produit et d'autres tâches un petit peu annexes. Donc, aujourd'hui, ça fait une équipe de 6 personnes. Et fun fact, c'est que des femmes qui travaillent avec moi dans ce business, à part quelques freelances et prestataires ponctuels qui sont des hommes. Et voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant et elles travaillent extrêmement bien. Elles sont très très pointilleuses, minutieuses, elles font attention aux détails et c'est très important dans ce business. Donc voilà, c'est une info, vous en faites ce que vous voulez. Et d'ailleurs, en parlant de recrutement et de gestion d'équipe, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo vraiment dédiée à ce sujet, si ça vous intéresse, et je pourrais m'atteler à faire ça. Donc voilà pour cette vidéo, voilà le bilan de mon année 2025, les leçons, les erreurs, les choses que je ne referai clairement pas dans le futur. Donc j'espère que ça vous aura donné des idées, que vous éviterez vous aussi de faire ces erreurs. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne année de vente sur Amazon et au-delà en 2026. À bientôt.